Nous allons bientôt commencer cette conférence sur les Chartreux de Paris. Paul-René Bazin a bien voulu accepter de nous en parler et sa présence ce soir parmi nous revêt peut-être une signification particulière. C'était une grande amie de Claire Berche, que nous regrettons tant puisqu'elle nous a quittés il y a à peine plus d'un mois. Et je suis donc heureuse de cette conjonction dans le temps qui permet à son ami de toujours de venir nous parler ce soir. Je te remercie beaucoup, Paul, d'avoir accepté de nous présenter ce sujet des Chartreux, ce patrimoine disparu. À mon tour, de te remercier, Luce Marie, puisque je connais votre présidente déjà depuis le temps où elle préparait le concours de l'École des Chartes, et je la remercie de m'avoir donné l'occasion de me replonger dans mes premières amours, j'allais dire, puisque le sujet que je vais aborder aujourd'hui, j'y ai travaillé quand j'étais étudiante pour ma thèse d'École des Chartes. Ce n'était pas hier. Mais je crois que c'est un sujet intéressant. Pour moi, il a été passionnant. J'espère que pour vous, vous comprendrez l'intérêt à la fois de ce couvent et même s'il n'en reste plus rien aujourd'hui dans le quartier. Les limites d'abord de ce sujet. J'en vois trois principales. L'an dernier, le succès assez inattendu du film Le Grand Silence, que certains d'entre vous ont peut-être vu, montre bien la fascination qu'exerce sur l'opinion commune l'ordre des Chartreux. C'est un symbole de l'austérité monacale, une très haute spiritualité, mais pourtant, jusqu'à ces dernières décennies, il n'a suscité qu'assez peu de travaux historiques. La Chartreuse de Paris. Pour utiliser une figure de rhétorique qui est très à la mode actuellement, je dirais que l'association de ces deux termes, ça forme au fond un parfait oxymore. En effet, cette Chartreuse appartient à l'ordre carthusien, dont le propre est de fuir le monde. Et en même temps, elle est située dans la capitale, avec laquelle elle entre forcément en relation. C'est vraiment une situation paradoxale, mais pas unique en fait, qui est un bon exemple pour étudier les conséquences entraînées par la proximité d'une grande ville sur les institutions et sur l'architecture d'une Chartreuse. L'étude comparative, d'ailleurs j'avais voulu le faire au début, étudier toutes les Chartreuses des villes, mais elle est à poursuivre, c'est encore un travail considérable. Donc il s'agit là d'une monographie, et une monographie qui porte sur une histoire longue de 6 siècles. La Chartreuse a été fondée par Saint Louis et a été supprimée à la Révolution. 60 minutes pour 6 siècles. L'approche est donc forcément diachronique, avec les avantages mais aussi les limites évidentes de l'exercice. Qu'est-ce que je vais faire? Un survol de l'histoire carthusienne à travers les crises et les réformes, malgré l'affirmation appliquée à la règle carthusienne, qui dit toujours « numquam reformata, quia numquam deformata ». Jamais réformé, parce que jamais déformé. On pourrait critiquer peut-être. Et puis aussi un survol de l'histoire religieuse et politique de la France, la Ligue, la contre-réforme, le renouveau spirituel du XVIIe siècle, le renouveau artistique, le jansénisme, la crise révolutionnaire, pour n'en citer que les principaux. À ces limites, j'ajouterai aussi mes propres limites. Comme je vous le disais en commençant, mon travail est déjà ancien et toute ma carrière a été occupée par des préoccupations très diverses. Et puis, la partie archéologique a été publiée. Je l'ai apportée, je pourrais le montrer à ceux que ça intéresse. Donc, je parlerai moins de la description fine des bâtiments. Il y a eu aussi une exposition sur la Chartreuse de Paris au musée Carnavalet, que certains d'entre vous ont peut-être vu
en 1987 avec un riche catalogue. Et il y a aussi toute une série d'études cartésiennes qui ont été faites depuis une trentaine d'années sous l'impulsion d'un universitaire autrichien, le docteur James Hogg, et qui ont donné lieu à pas mal de choses intéressantes et que je ne peux pas naturellement utiliser toutes devant vous ce soir. Mais il y a des sources qui sont disponibles. Quelles sont-elles? D'abord, les archives classiques. C'est les sources qu'on utilise pour l'histoire de tous les couvents parisiens. Elles concernent surtout la gestion des biens temporels, les baux de loyer, les actes d'achat, les comptes, les fondations. Rien d'étonnant à cela, puisque les archives sont conservées d'abord pour leur valeur probatoire, et non pour servir aux historiens. Et puis il y a les ouvrages des historiens de Paris, écrits le plus souvent bien avant la Révolution, et qui sont très utiles pour cette histoire. En fait, ils recopient tous la même notice. On peut les remonter, et on arrive à la notice sur les Chartreux de Paris, insérée par un des historiens, Jacques Dubreul, dans son Théâtre des Antiquités de Paris, en 1639. Et pour faire cette notice, il s'était adressé aux Chartreux de Paris, qui lui avaient envoyé une chronique qui avait été accrue à ce moment-là par un Chartreux. J'ai retrouvé tout cela à la Grande Chartreuse. Un certain don Jacques Patience, au XVIe siècle, prend une chronique dont il disposait, dite chronique du XIVe siècle. On voit très bien l'écriture, la copie conservée du XVIe siècle. Mais on voit très bien comment cette chronique est du XIVe siècle. Donc là, on a une source sûre. On a aussi des sources très intéressantes, conservées aussi à la Grande Chartreuse. Ce sont des ouvrages manuscrits de deux moines de la Grande Chartreuse au XVIIe siècle, dont Maillet, qui a écrit sur l'histoire de la Chartreuse de Paris et tous ses tombeaux. Tout ça à partir des ordonnances des chapitres généraux. C'est en latin, donc il faut évidemment l'utiliser. Et puis une histoire des fondateurs et des bienfaiteurs en 6 volumes. Et c'est de Dombourguet, dont un volume contient une description très précise du monastère avant et après les transformations importantes du XVIIe siècle, dont on dira un mot tout à l'heure. Donc c'est intéressant, on voit comment c'était avant et comment c'était après. Et puis enfin, il y a un Chartreux de la Grande Chartreuse, qui est mort dans les années 1950, et qui a passé toute sa vie à recopier partout dans le monde les sources sur l'histoire des Chartreuses. Donc on a une compilation très impressionnante qui facilite quand même un peu le travail et nous guide à travers les archives dans le monde entier. Pour les sources iconographiques, on en trouve bien sûr aux Archives nationales, à la Bibliothèque nationale, au Musée Carnavalet. Malheureusement, elles sont toutes postérieures au XVIe siècle. On n'a donc rien de sérieux pour la période antérieure aux embellissements du XVIIe. Quant à la bibliographie, évidemment, sur un sujet qui touche une si longue histoire, elle est immense. Et en préparant cet exposé, je dois dire que j'ai eu plaisir à consulter les travaux récents sur des sujets très variés, avec une impression peut-être agréable et culpabilisante d'être un peu comme un touche-à-tout, mais c'était très agréable. Et je pense que les uns et les autres d'entre vous pourront peut-être tout à l'heure, sur tel ou tel point, apporter des contributions ou des approfondissements. Je ne suis pas spécialiste de toute la période. Mon plan sera chronologique, en distinguant 2 grandes périodes. D'abord, la fondation et la croissance de la Chartreuse. On la nommait alors la Chartreuse de Vauvert-les-Paris, c'est-à-dire Vauvert près de Paris, depuis 1257 jusqu'à la fin du XVe siècle. Et ensuite, la Chartreuse, devenue Chartreuse de Paris, depuis le XVIe siècle jusqu'à sa suppression à la Révolution. Et dans cette trame chronologique se croiseront l'histoire générale cartésienne, l'histoire de Paris, puisque le monastère y a joué un rôle parfois non négligeable, et l'histoire politique et religieuse de la France, fil conducteur pour comprendre l'histoire de cette Chartreuse urbaine. Le cadre de vie monumental et artistique dans lequel s'est déroulée cette histoire correspond aussi à ces séquences. Construction du XIIIe au XVe siècle, ruines au XVIe, grands aménagements au XVIIe siècle. Je l'aborderai, mais sans me centrer sur lui, puisque je vous ai dit que je l'avais publié et je pense que c'est quand même mieux connu. Éventuellement, je pourrais donner des détails ensuite. Alors, je reviens maintenant à la question qui vient à l'esprit de chacun quand il découvre l'existence d'une Chartreuse à Paris. Pourquoi une Chartreuse à Paris? Pourquoi des ermites dans une grande ville?
Vous avez là un cliché qui vous montre le plan du quartier, je ne dirais pas aujourd'hui, mais au XXe siècle, au début du XXe siècle, et la Chartreuse dessus. Vous voyez en rose la Chartreuse, et en vert, vous voyez les bâtiments. Vous voyez la rue Michelet, le boulevard Saint-Michel, etc. Tout ça, c'était sur le terrain des Chartreux. C'est un monastère qui a couvert jusqu'à 26 hectares. 26 hectares d'un quartier, bien sûr, que vous connaissez bien, mais sous un tout autre aspect, puisqu'il n'en reste rien. Sous l'Ancien Régime, à Paris, la densité des couvents et des églises était particulièrement élevée aux abords de la rue d'Enfer et du Luxembourg. On avait les pères de l'Oratoire, les religieuses de Port-Royal, les Carmélites, je crois que vous avez visité Port-Royal il n'y a pas très longtemps, les Carmélites, Saint-Magloire, les Feuillants et les Chartreux, qui se partageaient la plus grande partie du quartier. Les Chartreux appartenaient à un ordre fondé en 1084 par saint Bruno et suivaient la règle réunie non pas par le fondateur, mais par un de ses successeurs, Guigues, législateur des coutumes de l'ordre, et raccourci par lui dans une phrase que je ne vous lis pas parce qu'elle est en latin, mais dont j'extrais quelques mots qui me semblent significatifs. 3 adjectifs qui résument le programme de la vie carthusienne. Humble, seul, studieux. 3 infinitifs, vivre à la campagne, rester stable, ou rester sans bouger, philosopher. Les 3 compléments de lieu, dans la solitude, en silence, dans le calme ou l'inactivité. Et les chapitres généraux assurent le gouvernement de l'ordre et l'observance de la règle. Le siège, j'allais dire, des Chartreux, c'est dans la Grande Chartreuse, près de Grenoble, et ça l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Ces chapitres généraux assurent le gouvernement de l'ordre, l'observance de la règle, et ils ont eu souvent à intervenir, car la Chartreuse de Paris observa ces règles, mais fut parfois amenée à les transgresser, à cause de sa situation particulière dans l'ordre. C'est un chapitre général qui a décidé la naissance de la Chartreuse de Paris, en un siècle où cette ville était devenue la véritable capitale du royaume, la cité des études. Mais cette fondation s'est déroulée sur fond d'une crise dans l'ordre, une crise de croissance. Entre 1250 et 1259, il y a eu un conflit d'autorité entre le prieur de la Grande Chartreuse et les prieurs des autres maisons, à propos du mode de gouvernement et du rôle des chapitres généraux. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais le prieur de la Chartreuse de Paris a joué un rôle important, notamment en obtenant l'annulation d'une lettre du pape Clément IV qui voulait faire remettre sur le chantier, les anciennes coutumes qui avaient été adaptées par Don Riffier, qui lui-même avait été à l'origine de l'implantation à Paris d'un monastère. Donc dès le début, on voit que la Chartreuse de Paris est associée à ce gouvernement de l'ordre. 28 Chartreuses avaient été fondées avant 1257, mais la Chartreuse de Paris fut le premier monastère carthusien établi près d'une ville. Cette installation aux portes de la capitale de la France est un événement d'autant plus significatif qu'il va être suivi d'une longue série de fondations dans les villes mêmes, ou plutôt dans leurs alentours, et pas seulement en France. Dès 1285, les Chartreux s'installent à Parme, puis en 1287 à Valenciennes. L'importance des villes, évidemment, est différente. Au XIVe siècle, il y a 23 fondations urbaines qui se succèdent en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Allemagne, et même à Londres en 1370. Et Vauvert, la Chartreuse, est aussi la première Chartreuse de fondation royale en France. Les souverains jusqu'alors ne s'étaient pas beaucoup intéressés à un ordre qui, comme je vous le disais au début, était dauphinois par sa naissance, et dont seulement 3 monastères s'étaient implantés au nord de la Loire, avant Paris, alors que 6 autres ont suivi entre 1257 et 1325. Les fondateurs des Chartreuses des villes sont souvent des évêques, de simples seigneurs, mais aussi des personnages de haut rang, comme Philippe le Hardi pour la Chartreuse de Dijon, ou même des papes, à Cahors, à Villeneuve-les-Avignon, à Rome. L'étude donc de Vauvert permet de mettre en relief les caractères communs de ces monastères suburbains créés au XIIIe et au XIVe siècle. Les coutumes de Guigues sont exigeantes pour le site. Il faut s'installer
il faut qu'il y ait beauté sauvage, âpreté, dureté du climat, fond de vallée fermée entouré de vastes déserts. Querebant locum eremiticae vitae congruum, ou bien intam asperis et remotis et pene inaccessibilibus locis. Vous voyez que les chartreuses des villes, et notamment celles de Paris, sont installées dans des lieux un peu écartés, toujours en dehors des murs de la ville, mais qui ne correspondent pas exactement quand même à la description que je viens de donner. Et pourtant, encore au XVIIIe siècle, à propos de la chartreuse de Paris, saint Victor disait « C'est ici le noviciat de l'éternité, on se croirait à 100 lieues de la moderne Babylone. » Donc, vous voyez, même au XVIIIe siècle. C'est en effet à l'extérieur de l'enceinte de Philippe Auguste que le château royal de Vauvert dressait ses ruines. Vous avez là le château royal de Vauvert, qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'il était certainement. Mais enfin, c'est comme ça qu'il a été réimaginé au XIXe siècle. Très souvent, le nom de la ville la plus proche fut donné aux Chartreuses pour permettre de les localiser rapidement dans les provinces carthusiennes. L'adverbe latin « propé » leur est presque toujours adjoint. Ainsi, Notre-Dame de Vauvert, Delay, Paris, est cité dans les chartes comme Monasterium Vallis Viridis Propé Parisius. Vous voyez, ça n'était pas exactement dans la ville. En 1257, donc, Saint-Louis prit la décision d'établir un couvent de Chartreux à Paris et envoya dans ce but un messager à la Grande Chartreuse, où le prieur général réunit le 4 août 1257 un chapitre pour, je cite, « voir la supplication de très haute récordation, M. Saint-Louis, lors roi de France, contenant en substance que pour la très singulière affection, amour et dévotion qu'il avait à l'ordre des Chartreux, requérait qu'on lui envoyât aucun religieux de la dite ordre des Chartreux. » Et dont Jean Josserand est choisi avec 4 autres religieux pour se rendre à Paris. Au début, on les installe à Gentilly, où ils restent quelques mois, avant d'être installés à Vauvert à la fin de cette même année ou au début de 1258. C'est un peu difficile à établir. L'acte officiel d'octroi de l'hôtel de Vauvert aux Chartreux, cédant à la supplication des Chartreux, parce qu'en fait c'est eux qui ont demandé à bouger et à venir là, pour faire, dit-on, faire refleurir leur ordre par le moyen des sciences que l'on enseignait à Paris, est daté de mai 1259. La légende veut que les lieux en ruine aient été occupés par les démons, mais en fait plus probablement des malfaiteurs, et tout cela a donné naissance à l'expression qu'on connaît bien, aller au diable Vauvert. Je remets les plans superposés pour que vous voyez les murs de Vauvert qui se dressaient à quelques centaines de mètres au sud de l'enceinte de Philippe Auguste. Vous aviez une porte, la porte Gibard, ouverte en 1230 dans l'axe de la rue de la Harpe, c'est donc le nord de l'actuel boulevard Saint-Michel, qui la perçait avant qu'elle ne se dirige entre ce boulevard et l'actuelle rue Victor-Cousin vers la route d'Orléans, c'est-à-dire la rue Saint-Jacques. Vous qui connaissez bien le quartier, je pense que vous arrivez à situer. Cette porte, à ce moment-là, n'avait qu'un intérêt très secondaire, puisque le pont Saint-Michel n'existait pas. De là, c'est-à-dire l'actuelle place Edmond-Rostand, partait la rue d'Enfer, sur laquelle, à peu de distance, s'embranchait le chemin de Vanves. Vous le voyez là, vous voyez ? Voilà le chemin de Vanves. Le chemin de Vanves est d'ici, qui donnait accès d'abord à la ferme de l'Hôtel-Dieu. La ferme de l'Hôtel-Dieu, vous l'avez là, vous voyez ? Sur laquelle, à peu de distance, qui donnait accès à la ferme de l'Hôtel-Dieu, qui a été construite à peu près au moment où les Chartreuses sont installées, puis enfin au château de Vauvert. Et ce chemin d'ici ne menait qu'à des villages éloignés. C'était un chemin très impraticable. C'était quand même très sauvage. Entre les églises Saint-Séverin, Saint-Étienne-des-Grès, plus loin Notre-Dame-des-Champs, les vignes, quand même, avaient fait souvent place au XIIIe siècle à des maisons, mais la population n'était pas encore arrivée rue d'Enfer. Et même à l'intérieur de l'enceinte, on trouvait encore d'immenses espaces vides, des terrains en friche. Donc c'est là que Saint-Louis a installé les Chartreux, ainsi que des collèges, des hôtels, des couvents. La Chartreuse se trouva non loin, mais nettement à l'ouest de cet axe. Un peu au sud du château, il y avait une voie, dite le chemin Herbu. Grosso modo, ça menait de la rue Notre-Dame-des-Champs à la maladrerie de Saint-Germain-des-Prés. Vous voyez, c'est la rue Notre-Dame-des-Champs d'aujourd'hui. Et il servit de limite aux terres incluses dans la clôture des Chartreux. Alors il fallut attendre le XVIe siècle pour voir les constructions se multiplier sur ces terres que se partageaient 6 seigneurs religieux, mais ceci étant,
malgré l'aspect sauvage que pouvait avoir en 1257 l'actuel quartier du Luxembourg, les Chartreux ne durent quand même pas retrouver les caractéristiques des déserts qu'ils venaient de quitter dans la montagne de Chartreuse. À part quand même, c'est une coïncidence amusante, le mot Vallis viridis, qui rejoint la tradition commune des fonds de vallée. La plupart du temps, les Chartreux s'installent dans les fonds de vallée, tout simplement pour ne pas avoir à refuser l'hospitalité. Les gens ne passent pas dans les fonds de vallée, et donc ils n'ont pas à dire non, mais ils n'ont pas à accueillir. Alors, très approximativement, il est possible d'évaluer le premier clos des Chartreux à une dizaine d'hectares. Une dizaine d'hectares, mais très rapidement, les Chartreux l'ont accru. On voit beaucoup de chartes aux archives nationales, d'acquisition, il y a des dons, d'abord au nord, puis au nord-ouest, puis enfin au sud-est. L'ensemble des terres, séparées du clos principal, sera appelé jusqu'au XVIIe siècle le petit clos des Chartreux. Et en 1320, le clos atteignait déjà 17 hectares. En 1355, le chapitre général envoya 2 prieurs en visite au monastère pour en fixer les limites. Tout monastère de Chartreuse doit avoir des limites. Et on a donc tracé les limites officielles en 1355. La reconstruction du mur de clôture en 1521 et 1542 fut l'occasion de nouveau d'échanges, d'acquisitions et permis d'englober la presque totalité des terres de la Chartreuse, ce qui a déjà permis d'arriver à 25-26 hectares. Suivit une période de stabilité jusqu'aux échanges avec la reine Marie de Médicis. C'est des échanges qui ont été durs. On voit les procès ont été très durs entre la reine Marie de Médicis et les Chartreux, qui ont dû changer un certain nombre de choses, mais qui n'y ont pas perdu. À la Révolution, l'ensemble fut estimé donc à peu près à 25 hectares. Parallèlement, le patrimoine du monastère s'accrut à l'extérieur de Paris, à Gentilly, à Sceaux. Mais à partir du XVe siècle, ils acquièrent aussi beaucoup de maisons. Ils construisent des maisons dans Paris qui se sont révélées plus tard une source de revenus assez importante. Quelques mots maintenant sur les religieux du Moyen-Âge. Les débuts furent difficiles. Saint-Louis avait installé à Paris, pas seulement les Chartreux, mais aussi beaucoup d'autres ordres, les Augustins, les Carmes, les Blancs-Manteaux, les Servites de Marie. Et 10 ans plus tard, lors du départ de Saint-Louis à la croisade, les religieux n'étaient toujours que 7 ou 8, et la première pierre de l'église n'avait pas été posée. Seules quelques cellules avaient été aménagées, et on avait aussi aménagé l'ancienne chapelle du château. Pourtant, la Chartreuse de Paris est la première donc des Chartreuses dites doubles. Les statuts cartusiens fixent à 12 plus 1, le prieur, ou 13, donc, le nombre des religieux de chœur. Pour Paris, on est tout de suite passé au double. La chronique rapporte que, au dit Jean Josserand, le fondateur, enfin celui qui est venu en premier, fut donné puissance de l'autorité du dit chapitre de prendre et recevoir personne tout moine jusqu'au nombre de 41. Beaucoup de gens ont cru que c'était une erreur et que c'était une erreur de copiste. En réalité, non, certainement pas. On voit déjà que Jeanne de Blois, en 1290, donne 220 livres de bons tournois de rente pour servir à la soutenance et au vivre de 14 religieux prêtres, car en cette intention faisons-nous ce don et cet octroi dessus dit, que l'innombre de 30 frères moines qui m'essoient et servent aux dieux, etc., etc. Vous voyez ? Donc on voit tout de suite que toutes les Chartreuses ont 12 moines. Celle-là, on a déjà prévu entre 24 et 30. Et c'est la première des Chartreuses doubles dont on aura d'autres exemplaires plus tard. Alors on sait peu de choses de la vie des moines à cette époque. Il y a une cinquantaine d'entre eux qui nous sont bien connus par différentes archives. On voit au XIVe siècle que les novices affluent, les prophètes de Paris sont nombreux. On le sait tout ça par les notices des bienfaiteurs. La plupart sont des Parisiens. Il y a des anciens bénédictins. Il y a beaucoup de commerçants, des titulaires de charges diverses. 3 sont dits nobles. Donc, il y a une assez grande variété. Plus que les moines, on connaît les bienfaiteurs. Il y a eu beaucoup de bienfaiteurs. Je vous épargnerai leur liste, mais leur étude est parfois la seule manière de reconstituer l'histoire du monastère, de son entourage, du milieu social de ses visiteurs, et donc d'évaluer, au fond, la portée de son influence. Simplement quelques exemples un petit peu à la Prévert, je dirais. André de Tarente, dont les biens servirent aux premières cellules. Des femmes, comme la Béguine, Agnès la Large, de famille inconnue et obscure, dit-on, ou Marie la Blanche, qui était une marchande de poissons.
des domestiques, 3 évêques, dont Robert de Sorbon qui donne ses œuvres, des conseillers au Parlement, des ecclésiastiques et des chanoines, des voisins du monastère, familiers des Chartreux, des bourgeois de Paris, c'est la majorité, comme Geoffroy Cocatrix, Alix à Rhodes, Jean Billois, et puis beaucoup de familles de religieux. On compte pour le XIVe siècle 99 bienfaiteurs et 93 pour le XVe. Il y a des dons, des legs, leur montant et leur nature varient. Un certain nombre de dons sont dédiés à des projets précis, comme celui de Jean de Céré en 1311 qui permit la construction de l'église. Les papes, certains papes sont des protecteurs illustres de la Chartreuse. Célestin III, Alexandre IV, Jean XXII leur accordent et leur renouvellent de nombreux privilèges. En revanche, le soutien de la famille royale fut très inégal. Don Maillet, un des auteurs que je citais au début, juge sévèrement les successeurs de Saint-Louis jusqu'à Charles V, puis Philippe VI de Valois et Jeanne de Bourgogne. Rappelons toutefois, outre quelques rentes et confirmations de privilèges, le rôle de Jeanne de Châtillon, qui justement a permis, je vous l'ai cité il y a un instant, la construction de 14 cellules. Et Jeanne de Châtillon, c'était la femme du comte de Blois, Pierre, qui était lui-même fils de Saint-Louis, si je me souviens bien. Les Chartreux immortalisèrent d'ailleurs leur reconnaissance à Jeanne de Châtillon par un monument, un beau monument, qui était placé dans le cloître. On ne conserve de traces de rapports personnels qu'avec Saint-Louis et avec Charles V, ce qui laisse à penser que la Chartreuse de Paris ne fut pas comme la Chartreuse de Dijon, qui fut vraiment la Chartreuse des ducs de Bourgogne. La Chartreuse de Paris, elle, fut plutôt celle des Parisiens. Certains des bienfaiteurs semblent cependant avoir été attirés par la famille royale, en particulier sous le règne de Charles V et de Charles VI. Certains, comme Thierry de Liancourt, maître des requêtes de l'hôtel, conseiller du roi, se retirèrent à la Chartreuse. De nombreux autres s'y firent enterrer. Malgré la coutume de leur ordre de se tenir le plus possible éloignés de tout événement du siècle, les Chartreux se sont intéressés à la vie de la capitale, qu'ils a touchée de près. Et ils ne sont pas restés indifférents aux révoltes du XIVe siècle, aux guerres qui vinrent jusqu'aux portes de Paris, au schisme enfin, qui se fit ressentir au sein de l'ordre déjà international à l'époque. Quelques exemples. En 1358, ils apportent leur soutien à Étienne Marcel. Quand le prévôt des marchands ordonna de raser toutes ses dépendances, loin de murmurer, les Chartreux aidèrent à tout détruire. Je pense que ce soutien a été dû aux relations étroites qu'entretenaient les Chartreux avec la famille de Navarre, qui était alliée d'Étienne Marcel, et grande bienfaitrice de la Chartreuse. Étienne Marcel avait déjà ouvert les portes de Paris à Charles de Navarre, dit Charles le Mauvais. Pendant le Grand Schisme, l'ordre a été divisé en deux, le sud de la France, le nord de la France. Et le prieur de Vauvert joua un rôle primordial dans les tentatives de solution. Don Simon de Chagnette, qui était prieur à Paris, est allé porter des résolutions à Rome à Boniface IX, probablement sous l'influence de Jean Gerson. On sent là vraiment une influence. Et c'est son successeur, Jean de Griffenberg, qui était délégué au concile de Pise en 1408. On disait que d'obédience française et allemand par sa naissance, il devint ensuite général de l'ordre, enfin réconcilié. Je suis désolée, je suis tousse. Alors, comme tous les Parisiens, les Chartreux subirent les conséquences de la guerre, de la famine, de la peste, de l'occupation. Il semble en fait qu'ils se sont assez bien accommodés des envahisseurs. On voit dans les bienfaiteurs plusieurs Anglais. Mais au XVe siècle, l'état du monastère était tout à fait lamentable. Aucune profession n'est enregistrée entre 1419 et 1427. Ah, merci beaucoup. Le patrimoine était tout à fait entamé. Les méfaits de la Ligue du bien public aussi l'ont atteint. On voit Louis XI les dédommager, je cite, de la consommation de leurs provisions de vin, farine, avoine, faites par les gens qui avaient logé chez eux. Car en 1465, quand les troupes du roi avaient dû se retirer un mercredi de septembre et loger aux Chartreux, les Chartreux reçurent pour leur part 600 hommes et leurs chevaux. Les 5 hommes furent boutés hors de leur selle.
Le lendemain, les Bourguignons furent battus, vinrent se battre là avant les traités de Conflans et de Saint-Maur. Donc vous voyez, en 1450, la Chartreuse était sans force. Mais la Chartreuse restait fidèle quand même à son ordre. Et sans reprendre tous les caractères communs aux Chartreuses, je me bornerai à relever les particularités de la règle générale appliquée à un monastère urbain. Juste quelques exemples. Le prieur d'habitude ne se distingue pas des autres moines. Il garde la cellule et il ne sort pas des limites. À Paris, ça n'a pas été le cas. La charge du procureur, le procureur qui s'occupe des biens matériels, était particulièrement lourde à Paris. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a 2 et même 3. Et il y en a un qui est chargé particulièrement des affaires de l'ordre et qui se rend très fréquemment auprès du roi. Vous voyez tout de suite une mentalité assez différente de ce qu'on pouvait constater en Chartreuse. La Chartreuse attirait des visiteurs, ce que ne font pas les autres Chartreuses. Ils y venaient très, et même probablement trop nombreux. On voit des ordonnances nombreuses qui rappellent qu'il faut mettre fin à tous les abus. En 1402, il est interdit de se rendre à la cour royale sans l'autorisation du prieur. En 1660, on dit que le prieur et le procureur ne déjeuneront pas plus de 4 fois par semaine dans la salle à manger avec les officiers des autres maisons, etc. Les autres sont très nombreux, comme le montrent les comptes qui mentionnent les dépenses extraordinaires. On voit tout dans les comptes. Poissons frais, prunes, poires, on voit tout ça pour les hôtes qui étaient de passage et qu'on recevait bien. Le nombre théorique des religieux et le nombre réel ont-ils coïncidé? Ça dépend des périodes. On voit ça d'après le catalogue des moines et par l'ouvrage de Don Maillet sur les tombeaux. En fait, le nombre évolue en fonction de la situation de la Chartreuse. Par moment, on voit 0 novice, 0 convers, et en revanche, dans certaines périodes, 35 religieux. On le voit très bien aussi d'après les obits, c'est-à-dire les morts. Jusqu'à 1700, on voit les évolutions. Par quart de siècle, on compte toujours au moins 35 morts. Mais il dépasse 50 entre 1550 et 1575. Et il s'élève à 60 entre 1575 et 1600. Puis au XVIIIe siècle, on voit décroître jusqu'à la Révolution. Conformément à la règle, aucun novice n'a moins de 20 ans. Le plus grand nombre a entre 20 et 25 ans, avec quelques vocations tardives à partir du XVIIe siècle, où il devient plus fréquent de voir des novices entrer à la Chartreuse après avoir exercé un métier et voire même avoir été mariés. La majorité des moines est issue de familles de parlementaires, de secrétaires du roi, des présidents, conseillers ou procureurs à la Chambre des comptes, au Châtelet, etc. Mais il y a aussi beaucoup de bourgeois de Paris. Et presque tous sont d'origine parisienne. Alors, le principe en usage de la stabilité, sédérer, rester sur place, n'a pas été respecté à Paris. Les religieux passent de maison en maison et y reviennent finir leur jour à Vauvert. Outre les religieux et les convers, on voit des donnés. C'est une spécialité chartreuse. Les donnés qui vivent à la Chartreuse, ils étaient hiérarchiquement inférieurs aux convers et il était prescrit que nul ne pouvait être reçu à l'état de convers s'il n'avait pas été donné pendant 5 ans. Ces donnés passaient des contrats de donation devant notaire et s'installaient à la Chartreuse. Et les convers et les donnés s'adonnaient à la culture des terres des Chartreux, à l'élevage, à la pisciculture, autour de la maison de Paris ou dans les biens qu'ils avaient à l'extérieur. Mais ils étaient aussi employés au service direct des religieux. On voit chirurgiens, jardiniers, cuisiniers, etc. Et ils étaient associés à la prière, mais simplement par des patères et des avés. Et il y a même eu quelques femmes données, naturellement jamais mariées et n'habitant pas le couvent. Vous savez que dans la règle des Chartreux, on dit qu'admettre une femme, c'est comme admettre le diable en son sein. Vous voyez, quand j'allais travailler chez eux, ils ne me laissaient jamais entrer à l'intérieur. Ils venaient très gentiment me voir à l'hôtellerie. Mais ils m'apportaient beaucoup de choses à manger, des petits verres de Chartreuse, c'était tout à fait agréable, mais je ne suis jamais entrée dans leur bibliothèque. Vauvert accueillit aussi, à partir du XIVe siècle, quelques rendus. Vous voyez, on avait les donnés, on avait les rendus. Les rendus, c'était des laïcs qui avaient parfois fait une profession semblable à celle des convers, mais qui étaient des personnes d'honnête famille et qui venaient un peu comme des pensionnaires. Ils étaient plus comme des pensionnaires que comme des serviteurs. Et le plus souvent, ils faisaient des dons importants à la Chartreuse.
Alors il faut aussi bien sûr ajouter des serviteurs, des salariés. Les comptes de 1620 par exemple déclinent 30 employés au mois et des employés à la journée. Le mode de vie, j'ai l'air de dire que tout se passait bien, que c'était très facile, mais le mode de vie était quand même dur. À la fin du XVe siècle, il y a un chartreux parisien assez connu, Pierre Sutor, qui raconte qu'un roi, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une anecdote racontée par lui, raconte que le roi, qui avait entendu dire que les chartreux recevaient des pitances trop fortes, vint essayer le jeûne. Le dimanche à la messe, le roi, envahi par la faim, pensait au repas qui serait servi au réfectoire après. En fait, après avoir tout dévoré, il trouva encore la pitance bien maigre. La vie semble quand même s'être peu à peu adoucie, mais les contes ne font apparaître que du poisson, des fruits et des œufs. Pour les œufs, alors c'est une très grande quantité. J'ai compté en 1620 52 243 œufs. Je me demande comment ils pouvaient manger tout ça. Des fruits, de la cannelle, des clous de girofle, des olives, des pignons, des figues, des huiles, du sucre candi. Le vin et le blé étaient acheminés par bateau des fermes de Normandie et de Brie. Les habits sont ceux des chartreux et le couvent vivait dans une sorte d'économie fermée. Toute cette vie conventuelle faisait l'objet d'un contrôle strict et périodique par les visiteurs de l'ordre qui étaient envoyés par le chapitre général. Un prieur a même été déposé car il lisait de l'astronomie en 1451 et carrément envoyé dans une autre chartreuse y finir ses jours. Ces visites sont une source très intéressante pour l'étude de la vie quotidienne. Et on voit très bien comment on essayait d'empêcher les religieux de se laisser gagner par les divers courants qui traversaient Paris. La chartreuse de Paris a pris rapidement un rôle important au sein de l'ordre. On voit notamment qu'elle a contribué à faire naître plusieurs monastères carthusiens au cours des siècles de son existence. On voit beaucoup de prieurs parisiens devenir général des chartreux. D'ailleurs, à la Révolution, c'était un ancien prieur de Paris qui était à la tête de l'ordre. Et puis, les prieurs de Paris étaient souvent envoyés comme prieurs dans d'autres maisons. Et surtout, la chartreuse de Paris a participé étroitement à la fondation de nombreux monastères. Il y a Sainte-Croix-en-Jarez dès 1280, Bourgfontaine en 1325, Maillard, Nantes et Bourbon-les-Gaillons au XVIe siècle, Orléans au XVIIe. Et on appelait ces maisons, dans toute leur vie, on les a appelées les filles des prieurs de Paris. Elles ont naturellement subi très fortement l'influence de cette dernière dans leurs institutions et aussi dans leur architecture. Il n'y en a qu'une qui a été un échec, c'est à Maillard, c'est dans le diocèse de Meaux. C'est resté ensuite une ferme, mais la fondation de Maillard n'a pas été un succès. Et enfin, les chartreuses sont associées avec d'autres chartreuses en France, mais dans un but uniquement spirituel, par des actes d'association, des contrats d'association. Alors leur cadre de vie, voilà où il se passait. Vous voyez, le grand cloître, c'est l'élément fondamental de toute chartreuse. C'est la partie où se joue la vie érémitique des chartreux. Le cloître de Paris était un vaste rectangle, vous voyez, de plus de 2 hectares, un quadrilatère rectangulaire, qui occupait donc une très large part de la superficie du monastère. Autour, il y a des cellules des religieux, qui sont vraiment l'instrument essentiel de la vie érémitique des chartreux. Les chartreux sont le seul ordre dans l'ouest de l'Europe qui mise sur la vie érémitique. Et donc les cellules sont regroupées. L'institution de la cellule représente vraiment la part originale des chartreux, un peu comme la rénovation de la vie au désert. Et très vite, dans les sites au climat quand même très dur que les chartreux ont élus au départ pour y édifier leur monastère, il y avait une galerie qui est venue s'adjoindre pour rejoindre les cellules et les mettre un peu à l'abri des intempéries. Ça a donné la galerie qu'on aperçoit tout le long du cloître. Vous voyez, là, vous aviez une galerie tout le long, là, qui était d'ailleurs avec des fenêtres, mais pas de vitres. Et tout le cloître était entouré d'une enceinte assez haute pour que les religieux qui sont dans leur jardin ne puissent pas être incommodés ni par les passants dans la rue, ni par leurs voisins de la cellule d'à côté. Alors le cloître fut achevé bien avant la consécration de l'église. Ça a été la première construction de la chartreuse. Donc la galerie était couverte d'une voûte de bois. Une partie de l'enclos au milieu était aménagée en prairie. On le voit d'ailleurs là très bien. Dans l'angle nord-est, on distingue le mur du cimetière.
Les murs de la galerie étaient nus, et les portes des cellules étaient ornées d'une lettre qui servait à les désigner. Le A, B, C, etc. Il y avait des statues, des crucifix, des bas-reliefs qui meublaient cette immense allée, et la fresque de Jeanne de Châtillon, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Vierge, mère Pucelle, à ton cher fils, présente ses 14 frères qui prient pour moi. Et les galeries abritaient beaucoup de pierres tombales, de nombreux bienfaiteurs. Les Chartreux, eux, étaient, ils le sont toujours d'ailleurs, enterrés à même la terre, avec une simple croix de bois, dans un grand rectangle qui était limité par des croix au coin nord-est de l'enclos central. Et au centre, vous apercevez un puits couvert d'un toit de bois rustique. Alors là il n'est pas couvert d'un toit de bois rustique parce que c'est le bâtiment qu'on a fait ultérieurement, mais au milieu, il y avait donc un puits. La cellule. Alors la cellule, chaque religieux de cœur, comme il est d'usage chez tous les Chartreux, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà visité les Chartreuses, disposait d'une cellule. La cellule est le seul milieu où puisse s'épanouir la vie du moine. Solitaire, il y demeure à jamais seul. Et à Paris, Chartreuse double, 30 cellules furent prévues et élevées entre 1270 et 1291. Toutes conçues pour une même vie, elles ne présentaient pas une uniformité absolue. Il est très probable que cette estampe ne donne pas du tout une vraie cellule, ça doit être une reconstitution, mais enfin, on peut imaginer que ça ressemblait à ça. Chaque cellule est composée de 4 ou 5 chambres de plein pied, boisées partout et simplement meublées. Chez quelques pères, il y a des bibliothèques assez curieuses, dit Brice, un des historiens de Paris. En 1792, on a un inventaire à la mort d'un père qui dit « Chambre de l'oratoire avec une statue de la Vierge, devant laquelle le Chartreux récite un Ave Maria avec une armoire de livres. Une autre pièce est la chambre à coucher, puis un réfectoire qui lui fait suite. Un petit cabinet correspondrait probablement au bûcher des Chartreuses classiques, et enfin une galerie servait à la fois d'atelier et de promenoir. » Voilà. Et donc ça, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient dans leur cellule. Je vais passer vite car je vois le temps passer. Il y avait des annexes. Alors vous voyez, à travers cette vue cavalière, vous voyez qu'il y avait les convers qui étaient par là, vous voyez. Les convers n'étaient pas dans des cellules. Hein. Il y avait tous les communs, il y avait l'allée d'entrée, vous la voyez là, vous voyez. Et vous avez le petit cloître. Il y a toujours un grand cloître, qu'on vient de voir là, et le petit cloître qui est là, avec, au fond, regroupant tout ce qui concerne la vie cénobitique, c'est-à-dire la vie des moines entre eux. L'érémitisme, le cénobitisme. Et on trouve cela dans toutes les Chartreuses. Je vais un peu vite parce que je vois le temps passer. Vous voyez une deuxième vue cavalière, là, avec la petite chapelle du Clos et un des bâtiments dans le fond. Et l'infirmerie. Il y avait une infirmerie qui était à l'extrémité de la cour de l'église, vous voyez. Il y avait 6 cellules qui avaient été fondées pour les malades. Et à l'entrée complètement, il y avait alors une petite chapelle qu'on appelait la Malgouverne. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, la Malgouverne, mais c'était quand même l'endroit où les femmes avaient le droit d'aller. Alors voilà la porte d'entrée dans la cour de l'église. Elle a été rebâtie en 1505. Vous voyez un bâtiment barlon en pierre de taille, de grand appareil, avec un rez-de-chaussée, un portique de 5 arcades, voûté d'ogives, sur lequel s'appuyait le logis du portier. Et puis, voilà les moulins. Ça vous donne un peu une idée, vous voyez, derrière les Chartreux, des terrains dans lesquels les religieux pouvaient faire ce qu'ils appellent le spatiement. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, les Chartreux ont le droit de sortir de leur cellule et de se promener dans la montagne, s'ils habitent dans la montagne, et là, dans le grand parc qu'ils avaient. Et dedans, vous avez des moulins, vous avez des petites chapelles, etc. Et puis voilà les carrières. Ça, j'arrive à l'église et au petit cloître. La construction de Notre-Dame de Vauvert a été très longue. L'autel ne fut consacré que 65 ans après l'installation des religieux. Vous avez là une photo que j'aime parce qu'elle existe, elle existe, c'est moi qui l'ai prise, cette photo. Dans les sous-sols du Luxembourg, vous avez encore les carrières. Et vous voyez en creux la Chartreuse. Vous vous promenez en dessous et vous arrivez sous l'entrée du clos. Vous avez le pilier qui soutient l'église. Et vous avez ces inscriptions. Vous voyez, chemin qui va à la carrière des Chartreux. Et ça, c'est actuellement encore dans les carrières du Luxembourg. Alors, les premiers temps ont été bien sûr consacrés à ramasser les pierres. Et l'église a été ensuite construite
le plan de l'église est attribué à Eudes de Montreuil, qui est peut-être le frère de Pierre, qui était l'architecte de la chapelle du collège de Cluny et du réfectoire de Saint-Martin-des-Champs. Au XIVe siècle, il y a un bienfaiteur qui a permis de le faire. L'église n'a jamais été voûtée en pierre. Elle était couverte d'un lambris en tiers-point. Elle se divisait en 3 parties, comme les églises des Chartreux, c'est-à-dire qu'il y avait une première partie pour le chœur des pères et une deuxième partie pour le chœur des frères, qui était séparée par un mur de clôture pourvu d'une grille de fer qui permettait aux convers de suivre l'office, mais sans voir les religieux dans leur stalle. Je ne vous décris pas l'intérieur, ce serait trop long. Voilà un petit clocher, vous voyez la tour et le clocher qui avait été fait au XVe siècle. Et alors qui donnait donc dans le petit cloître. Voilà l'entrée de l'église. Alors, assez brusquement, vers la moitié du XVe siècle, la titulature donnée à la Maison de Paris par les chapitres généraux change. Au lieu de dire Domus Vallis Viridis, ça devient Domus Parisiensi, ou au moins Domus Vallis Viridis Prope Parisius. Vie de la Chartreuse et vie parisienne sont de plus en plus imbriquées. Et il y a des relations qui sont nouées avec les communautés religieuses parisiennes. Et puis, dès le XIVe siècle, les Chartreux avaient accepté un rôle de surveillance auprès de différents collèges parisiens. Je crois que vous avez eu plusieurs conférences sur les collèges parisiens. Eh bien, les Chartreux surveillaient le collège de Boissy, rue du cimetière Saint-André. Ils ont eu un rôle important pour le collège de Montaigu. Le prieur des Chartreux a joué un rôle important lors de la réforme menée par Jean Stendonck. Et les écoliers venaient à Vauvert régulièrement. Les statuts donnaient aux prieurs une double responsabilité au niveau de la direction du collège et au niveau des écoliers, comme visiteurs perpétuels du collège. Rôle aussi vis-à-vis du collège des Écossais. À partir de la fin du XVe, le couvent était à demi ruiné, mais quelques années plus tard, de nouveau, son noviciat fleurissait, et ses biens temporels, à nouveau, ça croissait rapidement, notamment en achetant beaucoup de maisons. Ils ont acheté beaucoup de maisons dans la capitale. Mais alors, dans cet élan réformateur, on distingue deux courants. L'un qui était autour de Pierre Sutor, dont je vous ai cité une anecdote tout à l'heure, qui avait été prieur du collège de Sorbonne avant de devenir chartreux, et qui était très rigide pour la théologie officielle, la scolastique traditionnelle. Rabelais en parle en le classant dans les Sorbonnagres. Et l'autre, au contraire, l'autre courant, qui cherche à participer aux efforts de Georges d'Amboise, de Lefebvre d'Étaples, et qui cherche à concilier les grandes vérités du dogme avec les lumières de la Renaissance. On le voit très bien par les liens que la Chartreuse de Paris a développés avec la Chartreuse de Cologne, qui a été très célèbre par ses éditions et par les traductions qu'elle a faites, notamment de textes de spiritualité. Et puis surtout, la Chartreuse de Paris a été liée au tout début d'Ignace de Loyola et des Jésuites. Ignace de Loyola, quand il a fait ses études à Paris, de 1528 à 1535, fréquentait régulièrement la Chartreuse. C'est là qu'il allait à la messe le dimanche, se confesser, communier, et il y découvrait la bibliothèque. Il découvrait notamment les mystiques rénans et les béguines flamandes. Seulement, Don Bourguet est obligé d'avouer que les Chartreux furent amis des ligueurs. Et ça, ce fut pour leur perte. Leur participation à la Ligue les conduisit à la ruine. La Chartreuse n'avait absolument pas été ouverte à la réforme protestante. On avait tout fermé. On dit même en 1535, le prieur, par peur de Luther, fit fermer les oreilles, les portes, les fenêtres du couvent. Un huguenot fut même emprisonné à Vauvert. Mais lors de l'assassinat du duc de Guise en 1588, les Chartreux prirent nettement parti. Le duc d'Aumale, oncle d'Henri de Guise, tenait souvent son quartier général chez les Chartreux. C'est chez eux qu'il apprit l'assassinat du duc de Guise. Et pendant le siège de Paris par Henri IV, les Chartreux sortirent de la clôture pour participer à la procession contre lui. En 1594, les Chartreux continuèrent à refuser la légitimité d'Henri IV et ils ne plièrent qu'en 1596, quand on les a menacés de confisquer leurs biens et de les chasser avec les jésuites. Vous voyez, à la fin du siècle, l'effort intense fourni pour aider les ligueurs et subvenir aux besoins de la ville les a laissés de nouveau dans un état désastreux. On voit vraiment la vie en dents de scie de ce couvent. Au XVIIe siècle, 2 périodes se distinguent. Le mysticisme autour de Don Richard Beaucousin et la théologie pragmatique et mystique, anti-mystique du jansénisme.
On a deux tendances très différentes. Henri IV disait « Si je voulais m'appliquer au salut des âmes, je deviendrais jésuite, si à la contemplation, chartreux ». Et après la crise, dans ce même esprit, probablement, il y a beaucoup de laïcs et de religieux qui se sont adressés, notamment à don Richard Beaucousin, qui était un chartreux de Paris, qui était entré à Vauvert en 1590, et qui est assez connu comme directeur spirituel. Il a été directeur spirituel du cardinal de Bérulle, qu'il fréquentait beaucoup, et il a joué un rôle important dans l'introduction des carmélites en France. Madame Macquarrie était reçue très souvent par lui, et 2 réunions ont eu lieu dans son bureau. Saint François de Sales participait à la seconde, et la fondation fut ensuite autorisée. Donc vous voyez, il a joué un rôle important, et la bulle de 1603, in supremo, attribue au prieur général des Chartreux la charge de visiter les nouveaux couvents de carmélites en France. Donc vous voyez, tout ce courant est intéressant dans le développement du mysticisme. Dès la fin du XVIe siècle, période de renouveau pour l'érémitisme, permission avait été aussi donnée aux prieurs des Chartreux de donner l'habit aux ermites. Et il y a toute une étude qu'on peut faire sur les ermites de la région parisienne, notamment du Mont-Valérien. On voit, il y a Jean du Housset, qui est ermite au Mont-Valérien et qui avait d'abord été convert aux Chartreux. Alors, c'est le moment où, de nouveau, la Chartreuse devient riche et elle fait des quantités d'aménagements. Des aménagements que je n'ai pas le temps de détailler aujourd'hui, mais que vous avez vus en regardant les illustrations que je vous montre, dans la mesure où elles datent toutes de cette période-là et non pas de la première période. C'est le moment où il y a eu les transactions avec Marie de Médicis. Il y a eu des changements donc assez fondamentaux. C'est le moment où on a détruit la porte d'entrée primitive. On n'entre plus par la même porte, mais par la rue d'Enfer. Il y avait une simple arcade avec un fronton surmonté d'une croix qui servit à ce moment-là d'entrée, et une grande avenue plantée d'arbres. Je crois qu'on doit la voir. Oui, voilà. Vous voyez, on voit, alors là, il y a une grande avenue, ça fait très somptueux, là, quand même. On voit la grande avenue, pardon, que je vous montre comme il faut. Voilà, vous voyez cette grande avenue plantée d'arbres qui permet d'arriver à la Chartreuse. C'est devenu beaucoup plus solennel. Le mur d'enceinte est refait. Il y a des maisons qu'on construit, dont l'une qui reste encore boulevard Saint-Michel. Et vous voyez que c'est la grande période de la Chartreuse. Alors, on fait appel aussi à tous les peintres de l'époque. Si vous voulez travailler sur la peinture religieuse du XVIIe siècle, vous ne pouvez pas passer à côté des Chartreux. Vous avez là, j'ai pris un des tableaux de Le Sueur, Eustache Le Sueur, que vous pouvez voir au Louvre d'ailleurs, puisqu'ils sont maintenant tous exposés. Tout le cloître a été rénové, le petit cloître dont je vous parlais, et autour de ces petits cloîtres, vous aviez 42 portiques entourés de pilastres, ouvrant sur un jardin central, et dans les arcades, 22 tableaux de Le Sueur représentaient la vie de Saint Bruno. J'ai eu le plaisir, quand je faisais ma thèse, de trouver un papier. On avait toujours dit dans la légende que Le Sueur connaissait bien les Chartreux et qu'il avait travaillé gratuitement pour eux. Et en fait, j'ai trouvé dans les comptes la fin de ce qu'on lui devait. Donc, vous voyez, c'était une toute petite trouvaille, mais comme ça concernait Le Sueur, ça m'avait intéressé. On a aussi fait des aménagements de confort, j'allais dire. Vous avez là les canalisations et la pompe centrale, vous voyez là toutes les canalisations qui permettent d'amener l'eau dans les cellules. Et la pompe que vous voyez là n'a été détruite qu'en 1866 lors du percement de la rue, voilà la pompe, de la rue Auguste-Comte. Elle était à peu près au milieu de la rue Auguste-Comte. Voilà. Là aussi, vous voyez, voilà le bel hôtel qui a remplacé l'hôtel précédent, dont il ne reste rien aujourd'hui. Les stalles qui avaient été faites, vous voyez, bon, je passe. Mais le renouveau de la Chartreuse a entraîné des problèmes parce que les séculiers venaient de plus en plus en visite, se pressaient au sermon. Et les grands personnages ne dédaignaient pas du tout de venir. Je citerai simplement Annibal d'Estrées, le futur maréchal de France, parce que c'est lui qui, en 1605, a donné aux Chartreux de Paris la recette de l'élixir qu'on connaît maintenant. Quand on boit de la grande Chartreuse, en fait, cet élixir, la recette a été donnée aux Chartreux de Paris. Et puis bien d'autres, Le Tellier, Créqui, Conti, Le Tellier, le père de Louvois, étaient très souvent chez les Chartreux. Michel Lemal aussi, le secrétaire de Richelieu. Mais évidemment, toutes ces visites n'étaient pas sans inconvénients et le jansénisme a atteint très fortement le couvent. Saint-Cyran
a été accueilli comme les Jésuites, comme les Chartreux avaient accueilli Ignace de Loyola ou Bérulle. Ils ont accueilli l'abbé de Saint-Cyran, mais ils n'ont pas évité la contamination des querelles du temps, au point que on est arrivé à une scission dans l'ordre et condamnation, crise d'autorité. Et les Saint-Cyran qui fréquentaient la Chartreuse, ils s'étaient installés en face chez un de ses amis, monsieur de Marcheville, juste devant les Chartreux. Et il avait beaucoup de Chartreux qui étaient favorables à ses idées qui correspondaient assez bien à la tendance des Chartreux. Il y a même des complots qui ont été ourdis là, avec la complicité de Boutillier et de Chavigny. Finalement, le prieur a décidé de disperser les religieux. Un certain nombre de religieux sont partis en Hollande. Une chartreuse a été fondée là-bas et s'est éteinte. Il y a deux monastères qui se sont éteints peu à peu, coupés de leur ordre. Donc vous voyez, vers 1727, le noviciat de la province de France fut rouvert. Et les registres de vêture et de profession montrent qu'au XVIIIe siècle, de nouveau, on sent une attirance éprouvée par les jeunes gens qui, d'origine désormais plus provinciale peut-être que parisienne, rentrent à la Chartreuse. On peut dire que le temporel bien géré devient satisfaisant, et à la Révolution, au fond, la Chartreuse était occupée par 31 pairs, un convers et 3 donnés. Et les rapports avec le district ont été bons. Il y a des banquets patriotiques qui se déroulaient dans les dépendances du monastère, et le procureur faisait bien comme il fallait des dons patriotiques. Du coup, en février 1790, les pairs, sauf 3 d'entre eux, prêtèrent le serment civique, et le 15 mars, l'Assemblée décréta qu'elle s'occuperait des démarches nécessaires pour sauver de sa ruine prochaine un couvent qui peut à juste titre prendre le nom de Père des pauvres. Donc vous voyez qu'ils étaient bien vus. Mais en fait, l'évacuation du couvent eut lieu le 7 octobre 1792, et pour les religieux, ce fut la dispersion. Seul le prieur, dont Félix de Nonan, après avoir un temps rejoint les ermites du Mont Valérien, qu'il connaissait bien, fut guillotiné en Messidor en 2. 4 des moines rejoignirent le clergé constitutionnel, 1 rejoignit la Grande Chartreuse en 1816. Et on peut dire que c'est paradoxalement en bon état moral et financier que le monastère disparut. Le 6 juin 1792, le monastère fut adjugé aux enchères à Jacques-Pierre-Henri Hubert, puis il devint une manufacture d'armes, et le clos fut partagé entre divers acquéreurs en l'an 5, puis la Chartreuse servit de caserne, et elle fut détruite dans le premier tiers du XIXe siècle. Vous avez là une image de la destruction. Écoutons pour terminer la description qu'en fit Chateaubriand dans Le génie du christianisme. Nous vîmes une église dont les toits étaient enfoncés, les plombs des fenêtres arrachés et les portes fermées avec des planches mises debout. La plupart des autres bâtiments n'existaient plus. Nous nous promenâmes longtemps au milieu des pierres sépulcrales de marbre noir semées çà et là sur la terre. Nous entrâmes dans le cloître intérieur. De pruniers sauvages y croissaient, parmi de hautes herbes et des décombres. Sur les murailles, on voyait des peintures à demi effacées représentant la vie de Saint-Bruno. Un cadran était resté sur un des pignons de l'église, et dans le sanctuaire, au lieu de cet hymne de paix qui s'élevait jadis en l'honneur des morts, on entendait crier l'instrument du manœuvre qui sciait des tombeaux. Merci. Voilà.